Solution après les consultations du Premier ministre, mais aussi des présidents des deux chambres, ou alors est-ce un moyen de mettre encore un peu plus la pression sur les oppositions, la pression sur le Parti socialiste et les Républicains notamment, à 24 heures, on le rappelle, de la fin des ultimes négociations menées par Sébastien Lecornu. Merci beaucoup Milan Argelas avec Tanguy Tricouart en direct du Palais de l'Élysée. Tout de suite l'invité de 60 minutes pendant 14 heures et quelques minutes. Elle a été la porte-parole du gouvernement Lecornu, mais le clash de Bruno Retailleau est passé par là. Voilà la Macronie en plein doute et en pleine crise. Bonsoir Aurore Berger. Bonsoir, merci pour l'introduction. Porte-parole démissionnaire du gouvernement, donc vous venez de voir nos images à l'Élysée. Est-ce qu'Emmanuel Macron prépare oui ou non la dissolution ? Emmanuel Macron a reçu le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, ce qui me paraît être le fonctionnement assez logique de nos institutions. De quoi ont-ils parlé ? Déjà, je pense que ce n'est pas inutile que les conversations qu'ils ont restent entre eux. Mais je pense que c'est important, par contre, que le président de la République, dans un moment qui est un moment de crise politique et qu'on commande quand même depuis de nombreux jours, voire de nombreuses semaines, puisse continuer à consulter ceux qui président nos institutions démocratiques de l'Assemblée et du Sénat. Vous l'appelez de vos voeux, vous la souhaitez, vous, la dissolution pour sortir de cette crise ou pas ? Et je crois qu'à part la France Insoumise et le Rassemblement National, personne ne souhaite la dissolution. La question, c'est comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'avoir une dissolution dans le pays. Et c'est la raison pour laquelle on essaye de travailler pour garantir deux choses. À la fois, est-ce que on a une coalition gouvernementale? Personne ne peut gouverner seul, personne n'est majoritaire seul. Est-ce qu'on arrive à avoir une coalition gouvernementale? C'est-à-dire une coalition oui, autour parce qu'on n'est pas seul. Oui. Avec que ce soit Renaissance, soit le MoDem, que ce soit Horizon, que ce soit l'UDI, que ce soit les LR. C'est-à-dire ce qu'on essaye de faire depuis un an, qui bon an, mal an, a permis de donner quand même un budget à ce pays, a permis à des lois d'être adoptées, notamment sur la sécurité des Français. Donc ça, c'est le premier sujet. Est-ce que oui ou non, on peut encore avoir une coalition? Et est-ce qu'on est capable de faire des compromis, notamment avec le Parti socialiste? Encore un mot sur la dissolution. Le Canard enchaîné apparaît demain. Dit qu'Emmanuel Macron a demandé à tous les préfets de France de préparer les élections législatives. En général, le président de la République, vous savez, il ne donne pas d'instructions aux préfets de ce pays. C'est pas comme ça que nos institutions se passent. Donc il n'y aura pas d'élections les 16 et 23 novembre prochains, en tout cas, je sais que dans le mode de fonctionnement normal de nos institutions, c'est en général le ministre de l'Intérieur qui s'adresse aux préfets de ce pays et pas le président de la République. Des instructions ont-elles été données aux préfets pour qu'on vote les 16 et 23 novembre ? Je ne sais pas si des instructions ont été données. Ce que je sais, encore une fois, c'est que nous, on doit faire en sorte que ce pays tienne. Que ce pays se dote d'un budget. Que ce pays se dote d'un budget. Y compris à d'éventuelles élections avant la fin de l'année. Moi, j'espère qu'on n'aura pas besoin, encore une fois, d'avoir des élections anticipées, quelles qu'elles soient d'ailleurs. On y reviendra sans doute. Est-ce que vous avez compris, Aurore Berger, pourquoi Bruno Retailleau a fait tomber le gouvernement ? Écoutez, vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots. C'est pas à moi de faire l'exégèse des uns et des autres. On essaye toujours de comprendre là. Oui, j'entends bien, mais de toute façon, il y a eu des choix qui ont été faits, successifs, qui ont conduit le Premier ministre, je crois, à avoir un acte digne qui a été salué par les Français, qui l'ont conduit à démissionner. C'est à lui qu'il faut poser la question. La question se pose parce que si vous devez retravailler un jour avec lui, autant savoir pourquoi il est parti. On travaille ensemble, on est encore aujourd'hui dans le même gouvernement, tous démissionnaires certes, mais dans le même gouvernement. Mais on passe notre vie en fait à commenter des décisions passées. En permanence. Le passé, en l'occurrence, c'était il y a 24 heures. Très bien, mais en fait, pas très vieux. D'accord, mais on peut en permanence refaire le match. Mais j'ai l'impression que les sportifs, une fois qu'ils ont refait le match, ils sont interrogés sur ce qui a fonctionné ou pas fonctionné. À un moment, ils préparent le suivant. Donc moi, j'ai envie qu'on prépare le suivant. Le suivant, c'est le budget. C'est pas de commenter éternellement la dissolution qui a déjà eu lieu. C'est pas de commenter éternellement les décisions des uns et des autres. C'est est-ce que on peut aller sur le suivant? Et donc, est-ce qu'on peut parler de ce qui intéresse, à mon avis, beaucoup plus les Français, c'est-à-dire avoir un budget dans ce pays. On va parler de ce qui va se passer désormais. Je voudrais simplement vous faire écouter ce qu'a expliqué aujourd'hui Bruno Le Maire, qui s'est expliqué sur son aller-retour assez express au ministère des Armées, nommé le soir et démissionnaire le matin. Il a renoncé avant la démission collective du gouvernement. Voici ce qu'il dit aujourd'hui à nos confrères de Brut. Donc quand je vois que je suis le problème, j'appelle le Premier ministre et je lui dis « je me casse ». Pas de problème. Et j'appelle le président de la République et je lui dis « je me casse, pas de problème ». C'est pas moi le sujet. Moi, ce qui compte pour moi, c'est que ça marche, c'est que le gouvernement soit en ordre de marche. C'est que nos institutions fonctionnent. Et si je suis un grain de poussière dans ces institutions, le grain de poussière va se retirer. J'ai très peur, malheureusement, qu'on s'aperçoive assez rapidement que derrière toute cette mascarade, les problèmes sont beaucoup plus profonds. Aurore Berger, Bruno Le Maire, c'est l'homme du quoi qu'il en coûte, c'est aussi l'homme de l'explosion de la dette durant le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous trouvez que ce qui lui est arrivé est injuste? Moi, je trouve que c'est caricatural surtout, parce que moi j'étais présidente de groupe en 2022. En 2022, on était encore dans la sortie de crise, et en 2022, à l'Assemblée nationale, tout le monde nous demandait des dépenses supplémentaires.
tout le monde. Vous refaites le total même de ce que tous les députés avaient demandé, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur rang, de dépenses supplémentaires. C'était des milliards et des milliards et des milliards de dépenses supplémentaires. J'ai pas le souvenir qu'on nous ait dit, s'il vous plaît, arrêtez, Donc vous trouvez que c'est injuste ce qui lui est arrivé? Je pense juste qu'il faut essayer d'être honnête dans le débat public. Et honnête dans le débat public, ça veut dire qu'il faut être lucide sur ce qu'on a réussi, sur parfois ce qu'on a raté, mais aussi être honnête sur le fait qu'on a protégé les Français. Et moi, j'aurais jamais honte du fait que pendant la crise, pendant le Covid, on a fait le chômage partiel, on a fait l'activité partielle, on a protégé nos boîtes, on a protégé nos industries et on a protégé ce pays. Vous n'auriez pas fait vaciller le gouvernement comme l'a fait Bruno Retailleau pour le retour de Bruno Le Maire. Peu importe, c'est pas la question. Moi, je ne suis pas à la place des uns et des autres. Je ne suis pas à la place des uns et des autres. Je ne suis pas là pour faire encore une fois du commentaire. Je suis juste là pour rappeler des faits. Rappeler des faits. Et il suffit de regarder ce que les uns et les autres proposaient en 2022. Ils ne proposaient pas de la dépense en moins, plutôt de la dépense en plus. Donc maintenant, on a une situation qui fait qu'on a un mur budgétaire devant nous. Donc est-ce qu'on sait le gravir ou est-ce qu'à un moment on se percute dans ce mur? Mais si on se percute dans ce mur, c'est les Français qui vont le payer. Parce qu'aujourd'hui les Français, ils sont inquiets, ils consomment moins, comment vous souhaitez ils sortent moins, ils avancent moins. Aujourd'hui, Sébastien Lecornu fait des consultations, ça va s'arrêter demain. Qui doit construire le budget après Sébastien Lecornu? Est-ce qu'il faut appeler... Les parlementaires. Enfin, c'est à ça que ça sert, la vie démocratique. Ou en gardant Sébastien Lecornu à Matignon? Déjà, il me semble que nous avons un Premier ministre, certes démissionnaire. Je sais qu'on est dans une configuration particulière. J'imagine que les Français ne doivent plus totalement comprendre, d'ailleurs, ce qui se passe. Et on est là aussi pour essayer d'expliquer. Mais on a le président de la République qui a demandé au Premier ministre en poste de continuer à consulter. Les forces politiques... jusqu'à quand? Il a donné jusqu'à demain soir. Et après, il a donné jusqu'à demain soir. Donc, essayons d'être des grandes personnes et de se dire que peut-être, demain soir, on aura réussi. Ou alors, tout le monde sera à un moment comptable du fait que on ne sait pas, dans notre pays, réussir à aller chercher des compromis. Moi, je crois à la responsabilité. Je crois qu'on a des hommes et des femmes politiques qui, à un moment, ont souhaité obtenir des responsabilités. Donc, sont élus à la tête de partis politiques, de groupes politiques. J'essaie de me projeter un tout petit peu. S'il réussit pour vous, il reste à Matignon. Il construit un budget, il va défendre ce budget à l'Assemblée nationale. En fait, il reste jusqu'à la fin de l'année au moins. Alors attendez, je ne suis pas là pour faire un rétro-planning. Je suis là pour essayer, encore une fois, d'expliciter les choses et les faits. C'est à lui de bâtir le budget, ou si vous considérez déjà, il y a des consultations. Ou si vous considérez par exemple, Aurore Bergé, que c'est à la gauche, comme elle le réclame, d'aller à Matignon aujourd'hui pour construire ce budget. Déjà, pour l'instant, il y a un Premier ministre qui est à Matignon, donc moi j'essaye de ne pas escalader les étapes et de les faire une par une. Mais je pense que c'est en fait, il faut essayer de faire les choses dans le bon ordre. Est-ce que, oui ou non, on est en capacité de construire, une coalition, des compromis? Et sur quelle base on établit ces compromis? Ça fait des semaines qu'on en parle. Est-ce que maintenant, on est prêt, chacun, à faire ce pas décisif, ce dernier pas pour avancer? Vous parlez comme si Sébastien Lecornu n'avait pas déposé sa démission. Vous auriez pu dire ça il y a 3 jours. L'essentiel, c'est de construire des compromis, de bâtir une majorité. Entre-temps, il a démissionné parce qu'il s'est fait lâcher par son aile droite. Il ne faut plus faire de compromis. C'est-à-dire qu'il ne faut plus faire de compromis. Est-ce que c'est à lui de les mener? C'est ça? Mais là, pour l'instant, c'est lui qui est en charge de mener des consultations. Il doit mener ces consultations. Et j'espère que chacun vient avec sincérité en se disant, est-ce qu'on peut faire avancer ce pays? Après, on a des nuances, des différences, des divergences, mais on a peut-être envie et intérêt de faire avancer ce pays. Tout le monde dit qu'ils veulent éviter, à part RN et LFI, la dissolution. Le meilleur moyen d'éviter la dissolution, c'est de s'engager dans le débat budgétaire, c'est faire en sorte qu'il commence, c'est permettre que lundi, qu'il y ait un conseil des ministres qui se tienne, dans lequel on pourra présenter un budget aux Français, qui sera une copie de départ, d'autant plus qu'on a dit, et je pense que ça créera un précédent clair pour tous les autres qui suivront, s'il devait y avoir d'autres qui suivront, eh bien de ne pas utiliser le 49.3. Et que donc ce qui va prévaloir, c'est ce que diront, ce que feront et la manière avec laquelle les parlementaires voteront à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a le budget, Aurore Bergé, et il y a l'avenir d'Emmanuel Macron. Ce matin, Édouard Philippe, son ancien Premier ministre, son premier Premier ministre, a lâché, vous le savez, une petite bombe au micro d'RTL. Il demande au chef de l'État, en quelque sorte, de préparer déjà ses cartons. Il me semble qu'il s'honorerait si, par exemple, il proposait un nom de Premier ministre, il nommait un Premier ministre avec pour fonction d'exécuter les affaires courantes et de construire un budget, et qu'à l'issue, dès lors que ce budget est adopté, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté. Vous le comprenez ou bien c'est une trahison de sa part? Moi, ce que je sais, c'est que le président de la République est président de la République et qu'il le restera. C'est pas du tout ma question. Oui. Oui, mais moi, c'est ma réponse. Oui. Et il le restera jusqu'à la dernière minute de son mandat. Il n'y a pas de mandat révocatoire. Il n'y a pas de mandat révocatoire dans la Constitution française. Il y a des institutions.
Moi, je suis attachée au fonctionnement des institutions. Je ne veux pas qu'on attaque l'institution judiciaire, je ne veux pas qu'on attaque le Conseil constitutionnel, et je ne veux pas qu'on attaque l'institution que représente le président de la République, au-delà même de la personne d'Emmanuel Macron, à laquelle moi, je suis loyale et attachée. Oui, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a à la fois l'homme, moi j'y suis fidèle, loyale et attachée, je le dis de manière sincère, mais au-delà de ça, il y a l'institution que représente la présidence de la République. Donc voilà, je pense que dans un état de droit, il faut être très vigilant sur la manière avec laquelle, parfois, certains tordent ou pas les institutions. Donc chacun a son agenda, chacun a des convictions. Peut-être que c'est sa conviction sincère et profonde, je ne le remets pas en cause d'ailleurs. Et il a été un grand... Mais vous dites qu'il affaiblit la fonction présidentielle en disant mais ça. moi, ce que je rappelle et ce que je dis tout simplement, c'est que ça n'existe pas. Le président de la République, il est président de la République. Il n'y a pas de mandat révocatoire. Donc la question de la démission n'existe pas. Oui, vous avez entendu Édouard Philippe, on vient de l'entendre, Gabriel Attal qui dit « moi je comprends plus ». Ça ne m'a pas échappé, vous savez. Je ne comprends plus ce que dit Emmanuel Macron, ces décisions m'échappent complètement. Qu'est-ce qui se passe? Les derniers macronistes quittent le navire, là? Vous en avez une en face de vous, j'ai pas l'impression de quitter le navire. Vous resterez macroniste jusqu'au dernier jour? Mais j'ai pas l'impression de quitter le navire, et vous savez, je pense qu'on est quelques-uns, voire plus nombreux que ce que certains veulent bien penser, attachés à la fois au fait qu'il a créé un mouvement politique totalement inédit en 2017, qu'il s'est passé des choses dans ce pays depuis 8 ans qui sont des transformations profondes, sur les questions internationales, européennes, la protection des Français, l'attractivité, la fin du chômage de masse, et qu'on a envie de continuer politiquement ce qu'on a commencé à bâtir. Je ne dis pas que c'est simple, d'autant plus dans le moment qu'on vit. Mais je dis qu'on est quelques-uns, et plus nombreux encore une fois que ce que vous croyez, à considérer que la loyauté, ça existe, et qu'au-delà de ça, le chemin qu'on a tracé peut continuer à avoir du sens. Vous participiez aujourd'hui, Aurore Bergé, aux cérémonies en France des 2 ans du massacre du 7 octobre. 1200 personnes, femmes, enfants, civils tués par le Hamas. Le 7 octobre, il y a 2 ans. Est-ce que vous pensez qu'on a un petit peu oublié en France ce qui s'est passé ce jour-là? Oui, le risque, c'est ça. Le risque, c'est que le souvenir du 7 octobre s'estompe, s'efface dans la mémoire collective, et qu'on oublie que 51 Français ont été assassinés par les terroristes du Hamas, soit qu'ils soient morts dès le 7 octobre, soit qu'ils aient succombé de leurs blessures ou dans les geôles du Hamas, qu'on oublie les otages qui sont encore retenus aujourd'hui par les terroristes du Hamas. Et puis, il ne faut pas oublier aussi ce qui s'est produit dans notre pays. Et ce qui s'est produit dans notre pays, c'est que la réponse de trop nombreuses personnes, y compris de personnalités politiques, a été de mettre des cibles dans le dos de Français juifs. De trop nombreuses personnalités politiques, vous parlez de? Notamment de la France insoumise. Je voudrais vous faire réagir au message qu'a posté aujourd'hui le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, sur les réseaux sociaux. Triste anniversaire de la tragédie du 7 octobre qui marque le début de ce siècle. La violence a appelé la violence et elle s'élargit sans cesse dans un génocide sans fin. La loi du plus fort, la haine religieuse, semble l'emporter dans le monde, mais il faut travailler sans relâche au triomphe de la raison et du droit des peuples à vivre libres contre les fanatiques. La violence a appelé la violence, vous êtes d'accord avec lui? Déjà, ce n'est pas une tragédie uniquement le 7 octobre, ce sont des attentats terroristes. Des mots que LFI n'a jamais réussi à employer. Parce qu'ils n'ont jamais qualifié le Hamas de groupe terroriste. Pas tous, certains l'ont fait. D'accord, retrouvez-moi un seul tweet ou une seule déclaration de Jean-Luc Mélenchon, il en fait beaucoup où il dit ça, et où il dit ça avec clarté, où il condamne l'antisémitisme qui malheureusement a explosé dans notre pays, dans toutes les démocraties après le 7 octobre. Le 7 octobre, il y a des Français qui ont été assassinés, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui ont été assassinés parce qu'ils sont juifs. Comment on peut imaginer que la réponse à ce déferlement de haine soit une haine supplémentaire à l'encontre des Français juifs dans notre pays, comme s'ils étaient responsables d'une quelconque manière de la situation au Proche-Orient. Et on mélange tous les sujets, et c'est ça qui est grave en fait dans une démocratie, c'est quand volontairement des responsables politiques mêlent et mélangent des sujets. Il y a une situation diplomatique, une situation humanitaire, une situation politique au Proche-Orient, et en aucun cas ça ne peut se confondre avec la question de l'antisémitisme. Merci beaucoup, Aurore Bergé, d'être venue ce soir sur le plateau de 60 minutes. La France peut-elle s'en sortir sans budget? Que se passera-t-il pour vos impôts, pour les retraites, si aucun gouvernement n'arrive à l'horizon? On va en parler dans un instant. Dans 60 minutes, on recevra notamment l'économiste Jean Pisani-Ferry, le socialiste Philippe Brun. Mais d'abord, un nouveau détour par Matignon, où Sébastien Lecornu, ministre démissionnaire, poursuit ses consultations. Il y en a eu toute la journée, il y en aura encore demain. Hugo Capelli, est-ce qu'on sait quel est ce soir l'état d'esprit de Sébastien Lecornu?